Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. La Salam African Bank apporte sa contribution à la Fondation Ismaël Marguelé pour le droit au logement. En Égypte, l'État islamique revendique l'attentat contre l'église copte et menace de recommencer. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette information. Le ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Badon, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur américain à Djibouti, M. Tom Kelly, qui avait à ses côtés son attaché de défense, le lieutenant-colonel John Tilly. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux pays. L'ambassadeur américain a félicité le ministre de la Défense nationale pour l'engagement de Djibouti au niveau de la sécurité régionale et sa forte participation à la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe d'Aden et au large des côtes somaliennes. Dans le reste de l'actualité, le président colonel administration de la Fondation Ismaël Marguelé pour le droit au logement, M. Al-Gamil Abdelkarim, a félicité le directeur général de Salam African Bank pour ce geste de solidarité. Il s'est exprimé donc au nom du chef de l'État Ismaël Marguelé et a fortement remercié M. Ahmed Jam Hirsi. Board apporte sa contribution à la Fondation au droit au logement créée par le chef de l'État à l'initiative prise par le président de la République de créer cette fondation. Le droit au logement ne cesse de bénéficier d'un large soutien des hommes d'affaires de la population. Des engagements, des actions de solidarité se manifestent peu partout afin d'offrir un droit aux plus démunis. Et dans son mot, le président donc de Salam African Bank, je vous le disais, M. Ismaël Marguelé, pour le droit au logement, a félicité donc le président de la République pour cette fondation qui, a-t-il dit, est une noble action en faveur de notre pays. Viendront pour les images dans nos futures éditions. Une réunion des secrétaires généraux et du directeur des différents départements ministériels s'est tenue ce matin à la primature. Objectif de cette réunion portait sur l'état des lieux de la mise en place d'un cadre de dialogue intersecteur. La réunion a été présidée par le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil. Le directeur et les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, de la Santé, du Budget, des Finances, de la Jeunesse et des Sports, du Travail, de la Culture ont également pris part. Il est à signaler que le gouvernement a fixé un cap pour le développement du pays, se dotant d'une vision à long terme, en l'occurrence Vision Djibouti 2035. Cette vision devra se concrétiser à travers des plans quinquennaux successifs dont le premier est appelé SCAP 2015-2019. La mise en place d'un cadre de dialogue permettra de faciliter la mise en œuvre des projets, de dynamiser l'effort de mobilisation de ressources, de décoloniser les acteurs et enfin d'harmoniser les procédures et le suivi d'évaluation. La réunion visait donc à créer une dynamique et de renforcer l'implication des différents ministères à travers leurs secrétaires généraux. 4 thèmes ont été identifiés dans le premier plan quinquennal ou SCAP. La croissance économique inclusive, le développement du capital humain, la gouvernance publique et le renforcement des capacités, dont notamment le développement régional et la résilience face au changement climatique. Lors de son intervention, le secrétaire général de la primature a insisté sur le rôle capital et nécessaire des secrétaires généraux pour la promotion et de la bonne gouvernance. M. Naguib Abdallah Kamil a réitéré la nécessité d'assurer une bonne coordination entre tous les acteurs. Suivant donc à présent quelques réactions de participants.
directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medan, et son collègue de la Poste de Somalie, M. Sahiq Houki Jama, ont paraphé un accord permettant l'ouverture d'un bureau postal de la Somalie à Djibouti. La signature s'est tenue dans les locaux du Palais du Peuple. Cet accord va renforcer la coopération entre les deux opérateurs postaux, ce qui permettra de faire transiter le courrier de la Somalie via la République de Djibouti et permettre ainsi à la poste somalienne de reconnaître et de répondre face au niveau mondial. À travers cet accord, la République de Djibouti réaffirme sa disponibilité à aider la poste somalienne. Et le représentant des patronats, le centre du guichet unique de l'ANEPI, Challenge national pour la promotion des investissements abrités en fin de matinée à une signature donc d'un accord de partenariat entre les secteurs privés djiboutiens et tunisiens. Cette réunion de signature a eu lieu au centre du guichet unique situé au boulevard de la République en face du commissariat central. Cette cérémonie de signature de cet accord de partenariat entre les deux secteurs privés djiboutiens et tunisiens a eu lieu en présence du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, M. Mahdi Darar, du patron des établissements d'El Gamil et du président des fédérations des entreprises djiboutiennes, M. Jama Aouled. Cet accord de partenariat entre les deux secteurs privés djiboutiens, Monsieur donc Tariq Sharif, président de la Confédération des entreprises tunisiennes. Davantage les relations historiques entre nos deux pays, nous aurons en charge de faciliter, de créer les occasions pour que les opérateurs économiques de nos deux pays se connaissent, pour faciliter la vie à ces personnes quand ils sont en visite dans les deux pays respectifs, de créer les occasions à l'occasion de salons ou de forums ou de séminaires au niveau thématique. Et ces thématiques qui sont des thématiques communes entre nos deux pays, ça peut être d'une grande utilité. Je pense que la Tunisie a un avantage comparatif par rapport à certains secteurs. Djibouti, sûrement la même chose. C'est à nous de faire en sorte de faire connaître ces avantages. Et dans le reste de l'actualité, les consultations nationales sur l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages ont mobilisé les Djiboutiens aussi bien dans les établissements scolaires que dans les ondes de la radio nationale et sur Internet, notamment les réseaux sociaux via Facebook. Suite à cette large consultation nationale, le ministère a mis en place des commissions thématiques chargées d'assurer la collecte et la synthèse des recommandations formulées dans les établissements scolaires. Ces équipes mobilisées par ordre d'enseignement, enseignement de base, enseignement moyen et secondaire général et technique et professionnel ont penché durant 2 jours afin de faire donc les synthèses sur ces réflexions émanant du terrain et ont pu faire un travail de tri et d'harmonisation indispensable à l'élaboration d'un document de synthèse générale issu de ces consultations. Les travaux de synthèse de ces commissions thématiques du MENFOP serviront de base et de travail au comité directeur chargé d'organiser le colloque national et qui se tiendra le 18, 19, 20 décembre prochain au Palais du Peuple. L'amélioration des enseignements apprentissages. Donc aujourd'hui, nous avons récolté toutes les données et nous sommes en train de mettre dans un document commun toutes les recommandations, pistes de réflexion qui ont été émises du nom reçu de la République, de l'école primaire de Dora jusqu'à Assama en passant par tous les collèges et lycées. C'est pour vous dire que le ministère et en premier lieu son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud tient à ce que soient regroupées, récoltées toutes les recommandations, pistes de réflexion émises par les parents, les élèves, les enseignants,
qui sont les premiers acteurs de la qualité, puisqu'ils sont à la fois prestataires quand on est enseignant et usagers quand on est élève et parent. Toujours dans les nouvelles nationales, mais sans images, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Vienne relative aux substances appauvrissant la couche d'ozone dont notre pays est signataire depuis 1999, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et du Développement durable a organisé du 12 au 13 décembre un atelier sur la formation des douaniers et sur les contrôles de l'importation des substances appauvrissantes la couche d'ozone. Après 2 jours de travaux, l'atelier s'est clôturé hier soir dans la salle de réunion de la direction des douanes au port en présence de M. Dini Omar Abdallah et du directeur par intérim des douanes, M. Abdelrahman Awad Izi. Les émissions de gaz à effet de serre contribuent à la destruction de la couche d'ozone, bouclier céleste qui protège la vie sur Terre. Une trentaine de douaniers ont suivi la formation animée par M. Idriss Ismail et M. Mohamed Chihim. Les attestations de participation ont été remises par tous les participants qui ont suivi cette formation. Des nouveaux appareils destinés à identifier les substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remis par le ministre de l'Environnement. Obok, cette fois dans le cadre d'approchement des soins de qualité dans les régions de l'intérieur, la caravane médicale et chirurgicale se poursuit pour la seconde journée dans les régions de Hayou au centre médical d'Obok. À cet effet, le préfet de la région, M. Hassan Dabali Ahmed, le président du conseil régional et le directeur des régions sanitaire, M. Halim Abraham, ont visité le déroulement, donc ont constaté de visu le déroulement de ces activités dans le cadre de cette caravane médicale chirurgicale. Ainsi, les différents soins réalisés dans la seconde journée sont l'ophtalmologie, la stomatologie, l'oréal, la pédiatrie, la pneumologie, la gynécologie, la chirurgie cervicale et la médecine générale. Pas moins d'une dizaine de spécialistes et de prestations ont été donc offertes à ces personnes visant donc à prévenir leur maladie pour ceux Dans le cadre de l'amélioration de l'approchement des soins des spécialités, le ministre de la Santé a déplacé 12 médecins spécialistes afin que la population de Hayou puisse en profiter et avoir des soins de proximité. Voici donc le propos de certains participants. Cette fois, nous avons appris avec regret le décès de feu Ahmed Guélé Roblé, âgé de 46 ans, ingénieur génie civil d'assainissement en eau potable, ancien directeur de la direction de l'assainissement de Djibouti, actuel conseiller technique du ministère de l'Habitat, adresse ses sincères condoléances à la famille. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale en Égypte. Pour commencer, le groupe État islamique revendique l'attaque contre une église côte du Caire et menace de perpétrer de nouveaux attentats. Un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive en pleine messe dimanche, faisant au moins 25 morts et 49 blessés dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le maréchal a assisté hier à l'enterrement des victimes de l'attentat aux côtés du chef de l'église côte, Tedros II. Le Parlement vénézuélien porte un coup sévère au président Maduro. Le très controversé successeur d'Hugo Chavez fait l'objet d'un texte de loi approuvé cette nuit par des députés de l'opposition après le départ des chavistes de l'Assemblée nationale. Les auteurs du texte estiment que Nicolás Maduro est responsable de la crise économique et sociale. Ce vote pourrait donc permettre de le chasser du pouvoir et le traduire en justice. De plus en plus impopulaire, le président vénézuélien a de son côté annoncé lundi le retrait des billets de 100 bolivars, la plus importante coupure du pays, dans les 72 heures. Officiellement, il s'agit de lutter contre la mafia. La monnaie nationale a dégringolé depuis l'arrivée au pouvoir de Maduro. Ce dernier a, dans le même temps, ordonné la fermeture de la frontière avec la Colombie pour éviter une demande massive de change avec ce pays voisin. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. Le Focus.
Nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau. Choukri Ali, bonjour Choukri. Bonjour Firdouz. Et dans ton focus, ton premier sujet parlera de Trump qui peaufine sa future administration. Oui Firdouz, bonjour à vous aussi. Donald Trump doit encore défendre le choix du très controversé PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, au département d'État américain. L'ancien PDG d'ExxonMobil, qui n'a aucune expérience en matière de diplomatie est très proche du Kremlin, ce qui ne déplaît pas à Donald Trump. Peu avant son discours, Donald Trump recevait la visite de l'une des seules personnalités qu'il ait soutenues durant sa campagne. Il s'agit du chanteur Kanye West qui s'est rendu hier à la Trump Tower. Il avait été hospitalisé le mois dernier pour une crise psychotique selon plusieurs médias américains. Et notre second sujet va porter Firdouz sur le gouvernement Gentiloni qui obtient la confiance des députés. Le gouvernement Gentiloni, c'est le gouvernement qui est en place depuis hier en Italie. Les députés italiens ont voté donc sans surprise hier soir la confiance au nouveau gouvernement italien de Paolo Gentiloni du centre-gauche qui doit encore obtenir celle d'une majorité de sénateurs mercredi. En début de soirée, 368 députés de la Chambre basse ont comme prévu voter la confiance de la nouvelle équipe gouvernementale. Le non a donc recueilli 105 voix. Plusieurs groupes d'opposition considèrent ce gouvernement comme une photocopie du gouvernement sortant de Matteo Renzi, ont renoncé à prendre part au vote. Parmi eux, le mouvement 5 étoiles, le populiste, qui a quitté donc la salle après la prise de parole de sa chef de file de la Chambre, Giulia Grillo. Ce mouvement en fera de même mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui au Sénat, ont-ils dit. Paolo Gentiloni est un homme de 62 ans, est âgé de 70 ans et avait auparavant défini devant les députés les grandes lignes de son programme, et il a commencé par l'intervention dans les zones du centre de l'Italie frappées par les séismes d'août et d'octobre. Merci Choukri pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente après-midi avec la suite de nos programmes.